le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Giordano. Écrivain, spécialiste en créativité et développement personnel, Raphaël est l'auteur de Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Premier roman phénomène paru en septembre 2015 et vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires en France et traduit dans plus de 30 pays. S'ensuivit Par le jour où les lions mangeront de la salade verte en 2017, puis Cupidon a des ailes en carton en 2019, Le bazar du zèbre à pois en 2021 et Le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie en 2022. Au total, c'est plus de 7 millions de lecteurs à ce jour qui ont été conquis par ces romans et qui allient fiction et conseils en développement personnel. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Julien, je ne savais pas que tu étais magicien. Bonsoir tout le monde. Hop, tu m'as fait apparaître. Exactement. Comment vas-tu depuis 2 minutes ? Très très bien. En plus, j'ai pu suivre toute ton actualité qui donne très envie, donc c'était bien. Merci. D'ailleurs, on peut le dire, j'ai essayé je t'ai proposé de participer aussi au congrès, mais tu n'étais pas dispo. Donc ça sera malheureusement, pour une prochaine édition. C'est vrai. Ouais, j'espère. Et puis j'ai la chance ce soir de pouvoir discuter avec toi parce que je relisais encore ta bio il n'y a pas plus tard qu'il y a 10 minutes. 7 millions de lecteurs, c'est quand même pas grand, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est quelque chose en effet. Moi, ça c'est une aventure extraordinaire que je vis depuis la publication de ce premier roman. Toi aussi, j'ai vu que tu étais publié chez Erol. Moi, c'était le premier roman qu'ils avaient publié. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et voilà. Après, ça a été fabuleux. Et oui, et d'ailleurs, je ne sais pas si je me trompe, mais tu dois connaître aussi Sabine de la maison d'édition Erol. Sabine, Sabine, j'ai pas connu, mais peut-être, tu sais, ça fait quelques années, alors peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées depuis. Ouais, c'est possible. Et en fait, elle me disait que c'était aussi la première fois que eux éditaient un roman chez Erol, quand ils ont édité ton roman. C'est ça, ouais. Exactement. C'était la première fois, en effet, puisque c'est une drôle d'histoire, la conception de Ta deuxième vie, mais j'ai proposé un pitch de 10 lignes avec mon histoire de routinologue, de cette jeune femme qui avait perdu le goût du bonheur, qui avait l'impression que le bonheur lui avait glissé entre les doigts. C'est quand on a presque tout pour être heureux comme ça, mais que malgré tout, quelque chose nous échappe et comment elle se met en chemin pour réenchanter sa vie et trouver la voie vers plus d'épanouissement. Ouais, j'adore cette histoire, tu vois, de se dire que toi, c'était ton premier roman, eux, c'était la première fois aussi qu'ils éditaient un roman, et ça a été un super succès. Enfin, c'est ce qui t'a lancé, en fait, très clairement, je pense, sur ta carrière de plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, avant de commencer notre échange, parce que, il y a 7 millions de lecteurs, mais il reste encore des millions de personnes, j'imagine, qui ne te connaissent pas. Je vais te laisser tout de même de te présenter pour qu'on comprenne qui tu es, s'il te plaît. Oui. Alors, qui suis-je ? C'est bien avec un gros point d'interrogation. En fait, pour les gens qui me connaissent pas, on peut se demander comment elle en est venue à écrire des romans un peu 2 en 1. Alors, moins maintenant, parce que je vais de plus en plus vers la narration pure, mais toujours avec un thème de fond lié à l'existence. Maintenant, j'en suis à dire que, je sais pas, j'écris des romans sur la comédie humaine et sur les grands thèmes fil rouge de l'existence. Mais au départ, on se dit c'est 2 en 1 de romans saupoudrés de développement personnel. Qui est-elle pour écrire ça ? Quelle est ça ? Et des fois, on pense que je suis
thérapeute, coach, psychologue, alors qu'en fait, de départ, pas du tout. C'est bienvenue aux atypismes, ça c'est vrai. Je suis vraiment une créative. J'ai un ADN de créatif totalement, tu vois. Ça fait partie de ces types de personnalités. On est livré avec. Tu as tous les outils de couteau suisse de créativité. Malgré tout, la psycho, je suis tombée dedans très jeune par ma mère qui a été 30 ans consultante formatrice pour les entreprises et qui, elle, a un DEA de psychologie très, très sérieux. Et comme je trouvais fantastique tout ce qu'elle faisait, elle me formait à la maison dès mes 10-12 ans, tu vois. Ah oui, ok. J'ai pu me former à tous les outils. Alors, qu'est-ce que c'est ces outils? C'est assez concret, comme des outils de communication, d'intelligence émotionnelle, de gestion du stress, conduite du changement. Tous ces thèmes-là, je les ai emmagasinés. Elle était aussi passionnée par des outils sur les différents types de personnalités, pour éclairer les types de personnalités. Et ce qui m'a semblé extrêmement intéressant très vite, pas pour mettre des gens dans des cases, parce que c'est le genre d'outil qu'il faut utiliser évidemment avec beaucoup d'intelligence dans la lecture. Par contre, ça permet de déceler des dominantes comme en peinture, donc ça c'est intéressant. Et aussi des outils comme la ProcessCom qui permettent d'anticiper les séquences de stress et de savoir comment communiquer ou faire remonter la personne en énergie positive. Ça, je trouvais que c'était quand même vraiment utile. Voilà, donc tout ça m'a passionnée. Et écoute, de toute façon, parallèlement à ce chemin créatif et artistique, il se trouve que j'avais aussi cette particularité d'être une zèbre hypersensible. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est un zèbre ou une zébresse? Je ne sais pas comment on dit. C'est vrai que c'est comme ça qu'on appelle les personnes au potentiel HPE, au potentiel intellectuel, mais aussi au potentiel émotionnel, ce qui est plus mon cas, je pense. Je ne me considère pas du tout comme ayant une intelligence supérieure, mais absolument pas. Par contre, peut-être un système émotionnel avec tous ces capteurs et puis un certain neuroatypisme, c'est-à-dire que le mode de fonctionnement cérébral est peut-être un tout petit peu différent que d'autres personnes. Alors, en quoi c'est intéressant pour raconter le parcours à nos auditeurs? C'est simplement comment les choses se mettent en place, les chemins de vie se construisent. On croit que c'est anodin et puis au final, mis bout à bout, rien n'est neutre dans le parcours. Tout sert à quelque chose. Enfin, tout a conduit pierre par pierre à construire ce destin qui est le mien aujourd'hui et qui a fait mon bonheur. J'allais dire, tu vois, je cherche le mot autre que bonheur. On peut quand même dire bonheur. Et alors pourquoi le fait d'être zèbre? Parce que très tôt dans la vie, je me suis au départ plutôt pris la vie de plein fouet comme une lame de fond. Voilà. Parce que quand on est hypersensible et qu'on débarque, on est à fleur de peau un peu pour tout. Et puis le monde du travail était quand même très, très compliqué aussi. Je suis tombée sur pas mal de personnalités compliquées, voire parfois toxiques dans le monde du travail. Et j'étais pas trop armée pour y faire face. Okay. Donc, pour les personnes, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, pendant longtemps, cette facette qui constitue cette part de vulnérabilité qui est la mienne, je pensais que c'était moi qui avais un problème et qui était une inadaptée. C'est intéressant de partager qu'on commence peut-être par sortir le martinet et par se fustiger d'être comme on est, avec ce qu'on croit être des défaillances système, quoi, hashtag. Oui, parce que tu n'es pas dans la norme, quoi. Bah oui. Pas dans la norme. Et c'est vrai que ce chemin de développement personnel, mais en fait de connaissance de soi, tout simplement, ça permet
de petit à petit se dire non, là, c'est pas moi qui déconne, c'est je suis peut-être pas au bon endroit et peut-être pas entourée des bonnes personnes. C'est très intéressant de se dire mais c'est quoi un environnement bon pour moi pour que je puisse révéler le meilleur de ce que je porte, mais me sentir bien. Parce que est-ce que c'est une fatalité de rester coincé quelque part alors qu'on souffre et qu'on n'est pas du tout épanoui. Donc, moi, c'est ce que je pensais de départ parce que les messages d'une société, de l'appris en fait, de ce qu'on nous transmet, avait l'air de dire que ce qui est bien, c'est d'avoir un CDI, la sécurité de l'emploi, un poste, un statut. Et une sécurité, le mot sécurité était quand même très, très employé, ce qui peut paraître vrai. Mais tu vois, l'autre grand paradoxe, moi, je me suis rendu compte que dans ces moments de vie où j'étais censée être en sécurité, c'est là où je me suis sentie la plus en insécurité de toute ma vie. Oui. Et que, d'abord parce que on me laissait pas être transversale, tu vois, dans les postes de l'entreprise. J'étais dans une case, ça embêtait, même je gênais beaucoup. J'ai eu des problèmes parce que j'avais des compétences trop qui empiétaient peut-être un peu ou qui étaient trop larges. C'était pas rassurant en fait de savoir que je pouvais être à la fois du côté des mots, des images, du planning stratégique, de la relation client. Oula, attends, elle fait un peu trop de choses, elle est inquiétante, celle-là, c'est pas terrible quand même. Je vois très très bien. Voilà. Et alors que finalement, quand j'en suis sortie, suite à un échec qui a été une chance, enfin pas un échec, je pensais que c'était mon échec, mais en réalité, c'était un environnement très toxique. C'est ainsi, c'est comme ça. Je n'aurais pas connu cette expérience-là, je serais peut-être gentiment encore conceptrice, rédactrice en agence. Ouais, et donc là, c'est chouette parce que j'ai fait un super burn-out qui m'a complètement laminée. Donc c'était assez dur et puis ça s'est doublé par une crise existentielle. Donc au début, c'était, je pense, une fatigue extrême, physique et psychologique. Voilà, donc ça a été le point de départ. Mais c'est vrai que je m'étais faite une haute idée depuis longtemps de l'humain. Et ce poste-là, j'étais une jeune directrice de création. Directrice, c'est-à-dire j'étais en charge d'une équipe. Juste chronologiquement, juste pour qu'on se situe, on est en quelle année ? On est toc. Attends, je suis un peu nulle. Écoute, c'était il y a 20 ans, quoi. Donc on était quoi, il y a 21 dans les années. Bon, on est dans les années 2000, quoi. Merci. Ouais, la chronologie, quoi. C'est les années 2000, quoi. peut-être un peu plus tard quand même. Quand j'ai eu 98, ouais, 2002, ouais. Ouais, ça fait ça. Ok, ça marche. 2003, pardon. Non, pas de souci. Non, c'est juste pour qu'on se positionne, quoi. On se situe, voilà. Et je rembobine mon petit fil. Donc, et donc, burn-out. Oui, c'était ça. Et surprise existentielle, parce que j'étais, ayant été embauchée très jeune directrice de création, j'étais censée superviser une équipe. Enfin, j'ai essayé de le faire. Et le fait d'avoir échoué dans cette mission, c'était un peu comme Lilou dans le 5e élément, quoi. J'étais un peu dévastée de l'humain, en fait, le fait d'être tombée sur un panier de crabes, de gens vraiment méchants, toxiques, des bâtons dans les roues, des coups montés. Enfin, en fait, j'étais assez ingénue, je pense, à ce moment-là. Et vraiment, ça m'a beaucoup perturbée. Et genre, je croyais plus en l'humanité, quoi. Mais c'est presque vraiment t'as vu vraiment la face très moche, c'était vraiment horrible. C'était je sais pas, j'ai moi qui aime profondément les gens, là j'étais un peu dévastée de l'humain et donc du coup ça mettait un peu à terre presque tout mon projet de vie parce que j'ai dit mais qu'est-ce que je vais faire en fait. J'ai été formée pour bosser dans une agence, dans des agences et qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais rien faire d'autre, je ne sais pas qu'est-ce que je vais devenir, enfin. Et plus l'humain, mais vraiment, c'était décidé. Moi, je voulais plus jamais revivre un truc pareil. Et du coup, ça flinguait tout mon projet de vie sur le moment, bien sûr. Ok. Et donc là, j'imagine qu'il s'est passé quelque chose. Donc, tu as un burn-out, une crise existentielle. Donc, tu traverses, on va dire, un peu les abîmes, quoi, quelque chose de très compliqué. Ouais, complètement. Et à un moment donné, tu dois avoir un déclic qui te
bien Que- sûr. Ben, ouais. encore une fois aussi, ce qui est rigolo, c'est comment les chemins de vie, comment on se reconstruit. Bon, moi, j'ai quand même commencé par faire pendant 1 an et demi des boulots très en dessous, en fait, de mon niveau de compétence. Vraiment rien, mi-temps. C'était des tout petits pas, c'est pour dire. Et parallèlement, j'essaie de développer des formations en créativité, des choses comme ça, et de raccrocher les wagons. Donc, j'essaie de dire, voilà, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je sais faire, et surtout, comment gagner ma vie pour libérer du temps, pour voir si ce qu'il y avait avec ce rendez-vous avec mes 2 grandes passions, qui étaient la peinture et l'écriture. Qu'est-ce que je vais faire? Peinture, écriture, mon cœur balance. Enfin, je voulais tenter les 2. Je ne savais pas du tout ce qui allait marcher pour moi. Alors, tout simplement, j'ai fini par monter ma petite agence d'événementiel par l'art, après avoir découvert par sérendipité ce métier-là. Ok. Alors, sérendipité, pour ceux qui nous écoutent, bon, du mot anglais serendipity, c'est les heureux hasards de la vie. Si on cherche les Indes et on découvre l'Amérique, moi, en fait, j'étais dans un flou total. C'est pour ça que cette traversée du flou, elle m'intéresse dans les chemins et les parcours de transformation, comment on transforme sa vie. C'est se mettre en état de veille active, de curiosité, mais accepter cette étape où on ne sait pas très bien encore où on veut aller, ce qu'on veut faire, on ne sait pas, c'est le flou. Et donc, c'est difficile de ne pas s'en inquiéter sur le moment, parce qu'on est vraiment dans le brouillard et on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est horrible. Alors, du coup, moi, j'avais juste montré mon book de peinture à une personne de la ville, je ne sais même plus comment j'avais fait. Et bon, je peignais depuis très longtemps, donc il y avait quelque chose, mais je ne connaissais pas du tout le métier d'animateur en team building par là, vraiment pas du tout. Et donc, comme ils ont vu que j'avais ça et que j'avais possiblement aussi cette facette un peu coach pour animer des groupes, ils m'ont fait confiance et ils m'ont confié des premières missions. Donc là, j'ai animé mes premiers groupes, des personnes de l'entreprise. Donc, il fallait animer des brainstorming sur leurs valeurs, par exemple, faire émerger une vision collective. Et puis après, réaliser par exemple, une fresque géante peinte. Donc 3 mètres de fresque, voilà, mais une fresque qui ait du sens au niveau de la symbolique, visuelle. Et donc pour ça, c'était d'emprunter le vocabulaire graphique d'un artiste célèbre. Alors des fois Kandinsky, des fois Picasso, des fois Matisse. Et donc les gens vraiment se prêtaient au jeu de ce défi créatif, Ok. ce qui était chouette. Je referme la parenthèse. Tu es en train de te rendre compte que je parle beaucoup. Ah non, N'hésite mais pas à j'aime beaucoup. m'interrompre si Ah tu non, as non, mais des c'est super. questions au milieu, c'est ça, je peux te tenir le Oui, fil. oui. Non, non, t'inquiète. Non, non, j'aime bien. J'aime bien parce que comme ça, on comprend, tu sais, ce qui t'a amené à être ce que tu es là Eh aujourd'hui. oui, Et c'est ah oui, important. Ouais. non, c'est sûr. Et donc, j'ai découvert ce métier et puis ça m'a donné l'idée, évidemment, de créer ma petite agence sur le même thème, mais en développant aussi mes propres concepts, en déclinant, voilà, Ok. sur ce thème-là. Ok. Donc là, ça y est, j'avais le moyen de gagner ma vie. Bon, j'ai ramé un peu quand même, hein, il faut le temps que ça se lance, hein. C'est clair. Bah oui. Je précise aux personnes qui nous écoutent que cela ne s'est pas fait en 5 mois. Ouais. Ni même en 1 an. C'est venu, enfin, ça a fini par tourner au fur et à mesure. Donc, comme quoi, même tout seul, on doit tout apprendre quand on se lance. Les gens me demandent comment tu as fait. Ben, je n'y connaissais rien à rien. Et pourtant, il a fallu se retrousser les manches et puis essayer de comprendre un peu tout, même les mécaniques commerciales, parce que quand tu as fait des études d'art appliqué, savoir comment développer ton portefeuille client, c'est pas vraiment au programme. Ouais. Donc, c'est vrai que c'était intéressant de développer à la fois une prospection de clients directs et indirects, donc de trouver par exemple des agences intermédiaires pour vendre tes concepts. Donc là, quand j'ai découvert ça, après, j'ai commencé à vraiment m'en sortir, quoi.
des Et ouais, rouages. ça peut venir qu'avec le temps. Mais peut-être que la petite plus-value que tu avais, c'est que tu étais dans quelque chose qui te correspond vraiment. Tu étais quand même, Oui, j'imagine, bien aligné quand même avec tes compétences, avec qui tu es. Et là, normalement, une fois que tu es dans cette voie-là, tout le reste se développe assez naturellement, quoi. oui, 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 voilà. Pour peu que tu te fasses confiance sur le fait d'emprunter un chemin de traverse, parce que personne n'est très rassuré quand tu dis que tu ne vas plus jamais, tu ne veux plus postuler pour un CDI, tu veux plus être en poste nulle part et que tu vas tout inventer avec tes petites mains et tout créer de tes petites mains. Cela génère une certaine inquiétude. Voilà, mais Ah bah, bon. si tu écoutes ton entourage, c'est clair que tu te lances pas, hein. Moi, c'était pareil à Voilà. l'époque, hein, pour la petite histoire, moi, j'ai créé mon entreprise, dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage, sans ascenseur à Paris, Ah, et je génial. sort ouais et je sortais d'une période qui était très compliquée aussi dans ma vie. J'ai pas Ouais. de diplôme, je suis dyslexique et dysorthographique et je peux dire que dans mon entourage proche, tout le monde me disait: «Mais Julien, tu es fou, hein, tu vu le chômage, comment tu vas faire si ça marche pas?» et cetera. Mais ça, pour moi, c'est vraiment les peurs des autres, en fait. C'est leurs propres peurs, le conditionnement de notre société. Donc c'est sûr que si on les écoute, généralement, bah, tu es figé, en fait, tu fais pas grand-chose, quoi. Donc il faut vraiment se faire confiance et se dire: «Non, non, bah, moi j'y vais, je tente et puis, inch'Allah», comme on dit. Oui, c'est vrai que ça, c'est génial de pouvoir tenter. Bon, j'avoue à cette époque-là, j'avais quand même le père de mon fils qui était avec moi, donc c'est vrai que ça a aidé aussi, quoi. J'étais pas toute OK. seule. OK. Je sais pas si je me serais vraiment complètement lancée si j'avais quand même pas eu quelqu'un pour être là à mes côtés à ce moment-là. Mmh. OK. Bah, Je, ça, je, tu vois, je le dis à haute voix. Je dis bon, si on est vraiment tout seul, tout seul, tout seul et qu'on n'a pas de, ou alors, bah, je pense que je l'aurais fait quand même. Voilà, mais il faut quand même évidemment que l'idée d'entreprise prenne parce que sans ça, si on est tout seul, c'est compliqué. c'est compliqué mais possible parce que Mais possible, c'est absolument. possible. Ah bah, Exactement, tout est toujours possible, hein. c'est ça. Que la stratégie d'être 2 peut être une stratégie. Non, je rigole, peut être une stratégie. Et donc et voilà et je suis rentrée dans le monde de l'édition, ah oui, alors ce que je peux dire, c'est que bon, moi j'ai toujours écrit, j'ai toujours peint. Bon ça, on a un petit peu suivi le début. Ce qui est amusant, c'est de voir à quel moment on se donne la permission Ouais. de vraiment, concrétiser ses rêves et projets. Donc moi, par exemple, à 17 ans, j'écrivais un premier roman resté dans les cartons. À 24, un deuxième roman aussi que j'ai encore ici, tu vois, et j'étais fascinée tant par l'objet livre, fond et forme. Je fais comme ça parce que je fabriquais la maquette du livre avec l'imprimante maison. Ah Parce oui, qu'en OK. fait, dans l'imaginaire, enfin, ce qui me fascinait, c'était à la fois de tenir mon objet, mon livre édité entre les mains, donc voilà, il fallait que je fabrique un truc. Donc je découpais, collais, imaginais une couverture avec mes peintures, mettre mon nom avec les petits cartouches. Bah, à l'époque, il y avait pas Photoshop vraiment comme voilà, Ah ouais, c'est clair. Ouais. Photoshop comme maintenant. Donc c'était du Bricoler. pliage, ciseaux, colle. Et voilà, c'est naissance d'un rêve quoi. J'avais ça ancré en moi. Donc OK. sur la forme, l'objet livre à tenir entre les mains. Et sur le fond, depuis toute jeune, en fait, j'ai toujours beaucoup lu, mais vraiment, je décryptais aussi mes livres de mes auteurs préférés pour regarder comment c'était fichu, un chapitre, Mmh. le, le rythme des phrases, c'est une musique, tout ça. La saveur des mots, pas n'importe lequel, etc., etc. Donc c'est vraiment naissance d'une passion, quoi. OK. Ouais, tu étais C'était vraiment animé par ça, quoi. Oui, depuis le départ. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas du tout. OK. Je reviens à cet ADN de créatif qui va de pair, en fait. Enfin, le parcours, c'est pas un jour, je me suis réveillée et j'ai décidé d'écrire un livre, quoi. C'est quand j'étais gamine, à 7 ans, j'écrivais de la poésie. Phonétiquement, je suis arrivée en sixième, j'étais nulle en orthographe, parce que depuis des années, j'écrivais de la poésie de manière phonétique, en fait, comme quelqu'un qui sait pas encore très bien écrire, quoi. Mmh, mmh, mmh. C'est juste pour raconter voilà, Ah, c'est comment hyper ça s'est intéressant. construit, comment ça s'est Bah ouais. construit.
Voilà. Ah bah, ça part forcément de quelque part, hein, c'est sûr. Ouais. Mais à quel moment on donne du crédit à ça? Donc, on voit bien que tout le long de mon parcours, j'avais déjà fait des tas de choses, mais sans y accorder le moindre crédit. En gros, je me prenais pas du tout, enfin, je prenais pas ce projet-là au sérieux parce que, encore une fois, les croyances enfin, être écrivain, ça n'existe pas. C'est pas un métier. Tu gagnes pas ta vie avec être écrivain. Genre, t'es Ouais. gentil, mais tu vois, je me tapais sur la tête de ça. T'es gentil, mais écoute, tu vas gentiment retrouver le chemin du travail, hein, quelqu'un de sérieux et droit dans ses bottes, et puis tu vas ranger tes petits rêves dans tes cartons, et puis on verra plus tard, quoi. C'est Bah, ce que font peut-être 80% de la population, hein. ouais. Ouais. Mais alors du coup, tu vois, j'ai commencé dans l'édition, encore une fois, comme un jeu, comme un à côté, un amusement. Je suis sortie, pareil, d'un stage de ma maman sur l'affirmation de soi. Elle m'avait conviée au stage, mais un peu anonymement, quoi. J'avais participé sous un faux nom. Bon. Et je trouvais que vraiment, c'était hyper drôle, sa manière d'animer. Comment dire, elle avait vraiment, elle a vraiment, bon, elle a toujours, mais elle travaille plus, mais euh, une manière de présenter les concepts de développement personnel de manière très imagée. Par exemple, elle parlait comme si elle avait des petits gremlins sur l'épaule pour parler des mauvaises petites voix intérieures, de notre dialogue intérieur, plein de choses comme ça. Elle avait pas une bombe pchita monstre pour chasser nos monstres. Enfin, bon, je trouvais que c'était super génial, qu'il fallait absolument en faire quelque chose. Et puis pareil, en regardant un peu dans les librairies, les livres de développement personnel, je trouvais que c'était évidemment un objet encore traditionnel, une transmission des connaissances, toujours un peu linéaire, bon, un gros livre. Alors, en tant que communicante, ayant fait l'école Estienne à Paris, on m'avait appris quand même aussi à observer, à regarder les objets. Bon, aujourd'hui, on est dans une société qui va plus vite, où les gens ont moins le temps de lire et de se former. Il y a quelque chose à faire pour réinventer l'objet livre, créer quelque chose de, sur le fond, sérieux. Voilà, donc ça, c'était l'ambition. Et sur la forme, ben, pourquoi pas décalé, ludique, attractif. Voilà, donc ça m'a attrapée. C'est l'idée qui m'a attrapée, qui m'a plus lâchée. Et du coup, ben, j'ai lancé la collection des secrets du docteur Coulzen, qui, donc j'ai revisité, j'ai sorti 4 ouvrages de ce type avec une copine de l'école Estienne qui a fait toutes les illustrations. Okay. Parce que moi, j'étais artiste peintre, mais pas illustratrice, c'est-à-dire que j'avais pas le coup de crayon pour dessiner tous ces petits monstres intérieurs là. C'était pas ce que je savais faire, et donc on s'est associés pour créer ces livres qui étaient nouveaux dans le genre à ce moment-là. Et on n'y connaissait rien, donc on a été au bout de ça, et puis on a ficelé un petit dossier parce qu'on était quand même bien comment dire, bien bon élève, quoi, genre ben voilà, petit dossier avec comment dire, une belle présentation de notre concept, montrer comment ça pouvait être déclinable dans le temps, et puis avec différents titres, le pitch, la cible, enfin toutes les choses qui peuvent potentiellement séduire les éditeurs. Un petit rhodoïde, c'est-à-dire pelliculé, petit dossier pelliculé, bien comme il faut, boucleté, tout va bien. Et bien carré, quoi, bien ficelé. Ouais, bien carré. Mais puis on l'a envoyé, on a regardé les noms d'éditeurs, on n'y connaissait rien, donc on a envoyé au hasard, en fait, un petit peu, à 10 maisons d'édition à peu près, 10 dossiers. Et c'est vrai que ça a pris tout de suite, parce que c'était nouveau, c'était bien positionné. Oui, et puis c'était bien préparé. C'était pas mal préparé non plus. Ça répondait peut-être à une attente aussi à ce moment-là. Là, on est en quelle année ? Là, on est en 2009-2010. Ok. Oui. Et puis voilà, mais genre, par exemple, la première fois quand le premier coup de fil d'un éditeur pour me dire on est intéressé, on veut vous éditer, je suis quasiment tombée à genoux. Donc,
c'est rigolo parce que c'est tout un parcours, quoi. Pour moi, c'était extraordinaire déjà d'être édité. Bah oui, bien sûr. J'avais pas, enfin, c'était un rêve déjà devenu réalité. Mmh mh. Mais alors j'en ai sorti, voilà, il y en a eu les 4 premiers. Après, j'étais toujours pour l'instant dans cette optique d'inventer des livres-objets un peu différents, voilà, quelque chose de différent. OK. La Avec communicante qui cherche, à s'exprimer, alors plus dans les agences de com, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec l'objet livre de notre époque, voilà, au Ouais, et 21e siècle. au-delà de l'objet, avec un contenu dans l'idée de quoi? De semer des graines, d'inspirer les gens, de les faire En fait, réfléchir, tout à ouais? fait, c'est vrai que, pourquoi j'ai choisi comme thème de prédilection le développement personnel? Bon, si ma mère avait fait du golf, peut-être que j'aurais fait des ouvrages créatifs sur le golf, Oui, mais comme je l'expliquais, moi, depuis toute jeune, bon, même si je suis une créative, ça c'est sûr, je suis fascinée par l'humain. Enfin, la seule chose qui m'intéresse sur terre, c'est l'humain, c'est l'autre, l'altérité, les relations, les thèmes existentiels, enfin, puisque même moi, très jeune, j'étais bousculée par les règles du jeu de la vie, d'arriver là, enfin, j'arrive même pas à les accepter, ces règles du jeu. Donc, je voyais pas comment les dépasser. Même, par exemple, le fait qu'on soit locataire de tout, que la vie puisse nous reprendre tout ce qui nous est cher d'un instant sur l'autre. Enfin, ça me semblait, petite interruption, ça me semblait épouvantable. Je me rebellais contre ça. Donc, limite, je me dis pas que j'aurais préféré mourir plutôt que de vivre la perte d'un être cher. Mais quand j'avais une vingtaine d'années, ça me suffoquait, quoi, cette idée-là. OK. Et tout ça pour dire que ça m'a mis sur un chemin très tôt. Et comme j'ai commencé là où des gens commencent à 40 ou 50 ans, ou jamais, voire jamais, Ouais, moi, dès ma vingtaine, j'ai commencé à quand même à profondément cheminer. me questionner et évidemment à aussi commencer des démarches personnelles très tôt. Thérapie de groupe, thérapie solo, formation, euh, parallèlement à ce que je faisais, c'est-à-dire c'était en plus de mes années à agence et de tout ce que j'ai fait. Donc c'était en plus parce que c'était une véritable passion. Et une nécessité parce que sans ça, la vie, j'aurais pas su par quel bout la prendre. La nécessité, c'était quoi? C'était l'idée d'essayer de te comprendre et ou de comprendre aussi les autres? Mais tout, c'est-à-dire, comprendre, c'est-à-dire, la vie, tu vois, c'était comme une boîte mystère ou un Rubik's cube, mais je veux dire, c'est comme si je la prenais comme ça, j'essayais de la regarder. Peut-être que les gens, peut-être que la plupart des gens, ils avancent comme ça sans trop se poser de questions. Peut-être, chacun fait comme il veut. C'est que moi, j'ai pas choisi, c'est la façon dont j'étais fichue, cette hypersensibilité, cette zébritude, tout ce qui allait avec. J'ai pas eu d'autre choix que de me questionner sur plein de Bah, thèmes. Et voilà, si, parce que quand même, pour m'en sortir, je trouve quand même que tu as fait un choix parce que, des zèbres, des 10, des hypersensibles, des TDAH, il y en a quand même beaucoup sur notre planète et tout le monde ne font pas forcément cette démarche, d'essayer de se comprendre, de comprendre la mécanique, tu vois? De comprendre même beaucoup plus que ça. J'aime bien ton image, tu sais, de regarder un peu en oui, 3D. Moi, je me c'est retrouve ça. aussi là-dedans. Tout le monde n'est pas du tout, dans cette démarche, hein. C'est un vrai choix, hein, de cheminer vers soi et d'essayer de se comprendre sur toutes ses facettes et en même temps de comprendre aussi davantage les autres forcément et l'univers dans lequel tu évolues, hein. Oui, C'est ça, un ouais, ouais, ouais. ouais, Oui, puis la quête de sens, enfin, qu'est-ce que je fais là? Comment, quelle est ma mission de vie? Enfin, l'idée, enfin, j'avais du mal avec l'idée de la vacuité, enfin, et d'être un petit point dans l'univers, tu vois. Donc même au début, quand je faisais des dessins, même en thérapie, il faut savoir ce que je ressentais, tu vois. C'était souvent comme un petit point dans un grand ah oui. dans un grand vide, quoi, comme s'il n'y avait pas de bord, en fait. Mais c'est un petit peu normal. Quand tu te sens prise entre de infiniment petit et de l'infiniment grand, que tu demandes. Enfin, ce que je disais, quoi, sur l'existence, c'est pas livré avec un mode d'emploi. Donc,
tu vois, si j'ai commencé à 20 ans, ta deuxième vie, j'avais, je crois, un peu moins de 40, 39, 40 ans, tu vois, donc c'est quand même une vingtaine d'années de cheminement. Et comme je dis souvent, moi, j'ai pas envie trop d'être une sachante. Je me considère pas comme une sachante, bien que j'ai quand même acquis un grand bagage parce que c'est depuis toute jeune que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Mais comme d'abord d'être mon propre cobaye, d'avoir été mon propre cobaye de l'existence. C'est-à-dire que quand j'ai eu ma crise là vers bon, allez, on va schématiser vers 30 ans. Quand tu es comme une mouche paumée dans ton bocal, que tu te cognes sur les parois du bocal et que tu as tellement de techniques que tu sais même plus vers laquelle te tourner pour qu'on te vienne en aide, c'est hyper flippant. Je connais rien de plus flippant que ça, tu vois. Et est-ce que tu t'agites, t'es en dépression, tu sais pas ce qu'il faut faire, t'es désespéré, ton énergie est au plus bas, donc il y en a trop. Alors après d'avoir fait ce chemin pour vraiment remonter et me trouver en toutes ces années, j'ai vu ce qui m'apparaissait être comme un fil de transformation, comme un fil d'Ariane, tu vois. C'est le fil qu'on te tend pour que tu sortes du labyrinthe. Ça, c'est pour moi le fil du changement. Comment s'en sortir? Et ce fil-là, c'est à nouveau la communicante qui part. J'ai pas voulu qu'il soit surchargé d'idées. Donc, des fois, quand on dit ouais, mais ta deuxième vie, comment ça? Oui, c'est simple. Les concepts, ça paraît simple. Ben oui, précisément, parce qu'en fait, l'idée, c'est pas d'avoir l'air intelligent en compliquant et en rajoutant tout un tas de techniques et de concepts. C'est au moins d'essayer de présenter un fil, un exemple, tu vois, Oui. à s'approprier et qui soit cohérent, qui puisse se suivre facilement et sans... parce que moi, ça me tenait à cœur de transmettre ça, vu ce que j'ai traversé, tu vois. Et si... Peut-être que je ne l'avais pas conscientisé aussi clairement que je le dis maintenant, mais l'idée d'aider ou d'être utile à d'autres, comme une passeuse, quoi, comme un petit flambeau. Tiens, attends, il m'est arrivé ça. Bon, alors je vais mettre ça dans une histoire, dans une belle histoire, parce que, on l'a dit déjà, hein, je suis une créative. Moi, voilà, quand j'étais petite, j'étais vraiment aussi dans un milieu très baigné dans le cinéma. Donc, il y a le cinéma que je me faisais dans ma tête. Mes grands-parents avaient un cinéma à Limoges, donc quand j'y allais, je passais mes journées à regarder des films. Donc, c'était assez génial, genre Cinéma Paradiso. C'est cool. Et bref, donc c'est un cinéma, toujours des histoires dans ma tête. Alors, j'ai voulu raconter des histoires, mais où je puisse mettre quelque chose pour les gens. C'est comme les biscuits là, qui donnent un petit message caché, là, tu croques dedans et tu as ton petit message. Moi, si inséré entre les lignes, il pouvait y avoir des choses utiles pour les gens, mais pas pour les forcer, pas pour forcer le conseil. Tiens, c'est là. Tu croques dedans, puis si ça te plaît, tu finis le biscuit. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien être plutôt une passeuse d'idées et une inspiratrice. Pourquoi pas pour donner le petit goût, l'envie de se lancer sur le chemin pour ceux qui veulent. Tu vois, chacun fait comme il veut. Moi, je veux pas être force d'influence pour les gens. En fait, c'est juste, tiens, c'est là, voilà ce qui s'est passé à travers des histoires et puis évidemment des idées parce que ça, c'est mon truc, quoi. C'est ce que j'aime faire, ce que je sais un peu faire. C'est ce que j'appelle, moi, semer des graines. Ouais, si. C'est une façon de semer des graines, ouais, complètement. Donc, du coup, tu sors ce premier livre. On a compris, du coup, il fonctionne super bien. J'imagine que peut-être que tu peux nous raconter un peu ce que tu vis avec cette sortie de ce livre, parce que j'imagine que c'est pas commun, quoi. Tu vois, il y a un succès quand même qui est juste énorme, quoi, autour du livre. Donc, qu'est-ce que tu vis, toi? Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous dire? Ah ben, si tu veux, moi, personne n'aurait pu le prédire. Donc, comme je le rappelle, c'était le premier roman publié par Erol. Et moi, premier roman, auteur inconnu au bataillon. C'est sorti en septembre 2015, donc en pleine rentrée littéraire.
Donc, ce qui a été drôle aussi, c'est qu'il n'est pas sorti au rayon littérature, bien que ce soit un roman, mais au rayon développement personnel. Ce qui fait que c'était un peu un ovni dans le rayon. Parce que tu avais tous les ouvrages de développement personnel et puis bim, d'un coup, un roman. Donc, ce qui fait que déjà, il n'est pas passé inaperçu, alors que je pense qu'il aurait été complètement noyé par tous les livres qui sortent à la rentrée littéraire s'il était sorti au rayon littérature. Donc, c'est rigolo parce que c'est des concours de circonstances. Et puis, il y a vraiment eu un phénomène de bouche à oreille extraordinaire. Peut-être que c'est vraiment le public qui a fait ta deuxième vie. Ok. Ça nous a tous dépassés parce qu'au départ, moi, j'avais signé un petit contrat. Ça devait sortir à 3000 exemplaires, pardon. Puis, quelques mois avant sa sortie, c'est vrai qu'il y avait 2 pays qui ont voulu acheter les droits. Ah, ouais. Le Canada et l'Espagne. Et donc, Ah oui, ça faisait bon. Ils ont lu le texte, mais même pas corrigé. Ils ont lu un manuscrit non corrigé, envoyé par mail, un truc comme ça. Tu vois. ok. Et Ah oui, ça sent bon. ça leur a super plu. Ils ont tout de suite voulu acheter les droits. Alors là, la maison d'édition a quand même dit, Erol a quand même dit, a voulu un peu plus miser sur le titre. Mais au départ, rien dans les proportions qu'on aurait imaginées. Puis après, ça a été exponentiel. Alors, ça a été les premiers mois de 10 000 exemplaires par mois, de 10 000 en 10 000. Autant dire qu'il faut rappeler aux gens que dans l'univers de l'édition, la plupart des livres se vendent à moins de 1 000 exemplaires, qu'à 3 000, on est déjà content, qu'à 10 000, c'est quasiment le début d'un best-seller, ou disons 30 000, c'est le best-seller quoi, aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est 10 000 par mois. Ouais, c'était une folie. Moi, j'hallucinais totalement parce que tous mes précédents livres dont j'ai parlé, donc j'étais déjà très fière, mais c'était de l'ordre de 3 000 exemplaires, 4 000 exemplaires, ce qui était déjà très beau pour des ouvrages de non-fiction. Mais voilà, j'étais une petite auteure. Enfin, si tant est qu'on puisse dire, voilà, qu'est-ce que c'est petit auteur. Enfin, on comprend que c'est par rapport aux chiffres, au rationnel. Voilà. Et en parallèle de ça, tu reçois des messages, les gens t'écrivent. Énormément. Énormément, ouais, c'est ça. Ouais. J'ai immédiatement des centaines, puis des milliers de messages qui m'arrivent extraordinaires de gens au fur et à mesure, des témoignages. Mais à pleurer. Enfin, c'était très très étrange. Tous ces gens qui me disaient que j'avais contribué à changer leur vie. C'est énorme. Combien le livre avait pu les aider dans un moment particulier ou difficile de leur existence. Et genre, que ça les avait presque aidés à repartir, quoi. Donc, c'était très, beau, très bouleversant. Et ouais. Et en même temps, ça va aussi dans le désir dans lequel tu voulais justement poser ce livre. On parlait 5 minutes en avant de semer des graines, tu vois, de donner des outils. Finalement, ça a été complètement dans cette direction. Ah ben oui. Tu vois, je repensais encore l'autre jour quand j'écrivais, quand j'étais toute petite dans un journal intime, quand on dit quel métier on veut faire, j'avais écrit, j'ai retrouvé, je veux être écrivaine et infirmière. Alors, pour le premier, c'était bon. Pour le deuxième, infirmière, je dis bon, mais ça voulait quand même ça parlait déjà un petit peu du prendre soin. Et c'est assez rigolo parce qu'au final, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens tellement bien dans ce projet de vie parce que ça me paraît totalement aligné. Ça a réussi à recouper tout ce que j'étais en fait comme personne. La créativité, les mots, l'aide, enfin, à pouvoir apporter quelque chose aux gens à ma manière. Et voilà, donc c'est vrai que ça a été une bénédiction, c'est sûr. Et comment tu vis, dis-moi si c'était le cas, est-ce qu'il y a eu une tempête, comme on dit, médiatique ouais, c'est ça. Parce que j'imagine que d'un coup, tu étais propulsé comme ça, tu es mis en avant. Tout le monde veut te voir, tout le monde veut te parler, t'inviter, t'interviewer. Oui. Comment tu vis ça, toi? Parce que je sais que pour certaines personnes, c'est pas évident. Ça n'a pas été évident, d'autant que... Alors, c'est vrai que ta deuxième vie est sortie en septembre 2015 et ça a coïncidé, moi, avec ma rupture de couple avec le père de mon fils.
Et donc, je vivais à la fois un pic, le plus grand des bonheurs, de la félicité, et puis en même temps, un tsunami émotionnel assez terrible. Donc, gérer les deux en même temps, ça a été un peu chaotique, mais quand quelque chose d'aussi fabuleux vous arrive, je crois qu'on n'a pas d'autre choix que d'honorer la chance qui vous est faite. Après, la tempête médiatique, oui, c'était... je pense qu'heureusement que ça m'est arrivé à 40 ans et pas à 30. J'avais eu le temps, je pense, D'abord, j'ai pas réussi tout de suite. J'ai quand même fait mes galons dans l'édition au fil des années. Donc ça m'a déjà préparée, en fait. Et ça m'a permis aussi de laisser grandir une vraie détermination, de maturer mon projet. Donc, je pense que quand c'est sorti, j'étais vraiment prête et mature pour accueillir ce succès qu'honnêtement, j'ai vraiment voulu. Dans le sens où le succès, disons que je voulais vraiment réaliser ce rêve d'être publié d'un roman. Et pour ça, je ne sais pas ce qui était chevillé au corps, mais j'aurais dû baisser les bras, logiquement, puisque même l'année d'avant, j'ai écrit un roman qui n'était pas de développement personnel, que j'avais envoyé à plein de maisons d'édition et qui n'a pas trouvé preneur. Donc, parce que je n'avais pas assez bossé. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'échec, en fait. C'est toute l'histoire, même depuis le début. Oui. Soit on le prend comme un échec, soit on s'interroge pour réajuster le tir. Et en fait, j'avais déjà eu quand même quelques retours de maisons d'édition qui trouvaient que la plume était enlevée, qu'il y avait des idées. Simplement, comme j'étais pressée et que je voulais aller vite, j'avais pas pris le temps de vraiment soigner la structure de ce roman et l'idée de fond. Donc, c'était pas mal, mais pas suffisant. Enfin, aujourd'hui, un auteur inconnu, on vous prend pas... c'est très... Il y a un quota très, très petit de nouveaux auteurs. Alors, inconnus, français... Enfin, vous avez presque aucune chance d'être pris. Enfin... Il ne faut pas s'arrêter à ça. Non, mais c'est très compliqué. C'est assez compliqué, je pense, oui. C'est assez compliqué. Mais, mais j'avais quand même cette niaque. Alors, j'ai pas baissé les bras et j'ai essayé de réfléchir à ce qui était aligné, à qui j'étais. Toujours ce retour sur soi un petit peu. Qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est cohérent, qui suis-je, etc. Blablabla. Et c'est vrai que le fait d'être cette personne un peu bizarre, à la fois dont l'ADN est la créativité, mais qui en même temps est tombée dans la psychologie. Je pense que ce qui a plu, c'est peut-être justement le fait que je sois cette créative qui parle de développement personnel, mais sans être issue du milieu du développement personnel. C'est ce qui m'a permis, je pense, de le dire avec mes mots juste de créative, de le dire autrement, en fait. Oui, c'est sûr. Il y a un peu cette chose étrange qui s'est passée et qui a permis peut-être de proposer quelque chose de nouveau. Je voudrais juste revenir sur une chose. Tu disais que tu avais envie de ce succès et en même temps, tu es revenu sur cette idée de succès en disant « j'avais envie d'être publié ». C'était ça, en fait, pour toi, le succès, ou c'était plus tout ce qui s'est passé après derrière, toute cette diffusion, cette tempête médiatique? Qu'est-ce que tu voulais, en fait, réellement? Moi, mon rêve, depuis ce que j'ai raconté tout à l'heure, même ces objets, quand j'étais toute jeune, que je fabriquais, cet objet-livre que je fabriquais, ce premier roman imprimé à la maison, c'était quand même voir un vrai livre, un vrai roman, soit pas un ouvrage de non-fiction, c'est-à-dire les ouvrages comme j'avais fait avant, un roman, une histoire. Parce que c'est vraiment qui je suis, en fait, une conteuse. Enfin, c'est comme ça que je me perçois. C'est être en face de ma réalité, c'est ça. C'est t'es qui? Ouais, je crois que je suis une conteuse. J'ai envie de raconter des histoires, j'ai envie d'y mettre des idées, parce que c'est ça que j'aime faire. J'ai pas envie d'expliquer dans des manuels comment ça marche. J'ai envie de raconter des histoires, quoi. C'est ça. Alors, après, les saupoudrer d'éléments qui sont mon autre grande passion, c'est-à-dire tout ce que j'ai pu observer, comprendre, sentir surtout, hein, parce que tout ça, comprendre c'est une chose, mais c'est pas si important que ça. Vraiment ressentir, sentir, ça c'est vraiment encore autre chose, quoi.
Ouais, le vivre. Le vivre, ouais, le ressentir, le traverser, le vivre. Donc voilà, je crois que ça s'est fusionné. C'est génial. Peut-être créer un projet cohérent, Mmh mh. parce que c'était pas venu de nulle part justement. Et je crois que c'est ça, cette pertinence qui a fait que c'était juste. Et c'est ça que je cherche encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui est juste pour toi? Qu'est-ce qui est, voilà, ça Totalement. c'est La un justesse, ouais. curseur et un gouvernail intérieur, quoi. C'est que ça résonne juste. Ah oui, euh, très, très à un important. instant T et voilà, quoi. Et de rester dans cette authenticité, même dans le choix des sujets à traiter, quoi. Qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui est là, et puis de pas surfer, je sais pas, en allant voir des tendances ou en allant voir, voilà. Donc qu'est-ce qui est vraiment connecté. Ouais, cohérent avec toi-même, quoi. Ouais. Bah, ouais, c'est tellement important. Avant Mm. qu'on commence, cet échange, tu me disais que tu étais en train d'écrire et j'ai vu Oui, que là, tu es en train d'écrire ton 6e roman, si je me trompe pas? oui. Alors ça va même, voilà. Alors le sixième sort à la rentrée, donc Ah OK, il est bouclé, celui-là, parce que OK. j'ai bien travaillé. Alors, le sixième roman, je l'adore, il va être chouette, quoi. Alors, je peux divulguer. Alors, j'en ai pas. Non, non, je peux pas divulguer. Je peux divulguer ou je peux pas divulguer. Le titre, je ne sais pas. C'est C'est comme comme vous voulez. c'est comme toi tu veux. Voilà. Donc, il sort à la rentrée. Il va s'appeler. Mais c'est que pour les personnes qui nous écoutent, hein, c'est ça, de toute façon. Il va s'appeler Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Ah énorme, très, très bien, Ouais, ouais, génial. merci. Et en fait, j'ai voulu m'attaquer au thème des peurs inavouables. Alors, tout est dans le mot inavouable. Tu vois, c'est finalement mettre en lumière notre part de vulnérabilité, nos zones d'ombre, en fait, mais qui crée cette honte, cette gêne sociale. Mmh. Qui est super dommage, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe, justement, les histoires qu'on se raconte, et qui viennent un peu gangréner l'estime de soi, parce que quand on a une peur, une particularité, une bizarrerie, une phobie, un machin, ou des traits de caractère qui nous semblent moins bien que ceux du voisin, on va grossir le problème dans la tête, Ouais. et ça peut vraiment handicaper pas mal. Mmh. Et c'est dommage, c'est dommage. Et j'avais envie d'écrire un livre là-dessus, parce OK. que pareil, moi, c'est plus j'ai, avec ce travail que j'ai fait et que je continue à faire sur moi-même, j'ai continué à mieux m'accepter dans mes particularités et atypismes. Peut-être arrêter de vouloir à tout prix être une personne normale, parce que j'avais que ce mot-là à la bouche et j'étais hyper dure avec moi-même. C'est-à-dire que bon, on peut pas à la fois être hypersensible, hyper créative, hyper tout, et puis voilà, qu'il faille pas payer un certain tribut à cette créativité. Voilà. Euh, mais quand on l'accepte, finalement, euh, on fait en sorte d'abord de s'entourer des bonnes personnes. Ça fait le tri aussi, personnes qui sont Ouais. dans le jugement et à se montrer de l'âge. Moi, le principe, c'est que tout le monde a peur, mais pas au même endroit. En tout cas, on a tous des choses qui nous traversent, sensibles, et qu'on croit que le voisin, c'est mieux, ni mieux, ni. C'est différent. C'est pas au même endroit nécessairement. Mais c'est le fait de se comparer sans cesse qui fait qu'on peut se juger. Et je trouve que c'est ce jugement, beaucoup dans la vie, qui peut empêcher l'avancement et puis le fait d'être bien et heureux. Ouais. Surtout dans une société, bon, on ne va pas se répéter, c'est un peu des lieux communs, mais avec tous ces médias, etc., qui proposent une image de ce qui est bien, de ce qui est conforme, de ce qu'est le bonheur, même, j'irais même plus loin. C'est que j'aime pas trop le mot bonheur, hein, je le prends vraiment avec des pincettes et de très très loin, parce que moi, je veux pas donner de recette du bonheur. Tu vois, par exemple, tu me demandais ce qui s'était passé au tout début, les premiers mois ou la première année de ta deuxième vie. On m'a un peu prise pour une Madame Bonheur, tu vois, Bah comme ouais. si ce livre pouvait donner une recette du bonheur. Et
Et au début, tu sais pas trop quoi répondre. Mais qu'en fait, moi, je veux pas donner une recette du bonheur, juste un conte inspirant. Mais après, je Ouais, pense que c'est à chacun de s'inventer sa propre recette c'est ça. et s'affranchir, se donner les libertés d'eux. Et surtout s'affranchir du regard des autres, de la société. Puisque je me disais, c'est si tout le monde se conforme, si, à force de tout lisser et de créer des gabarits, tu vois, humains, c'est assez terrible quoi, de tous se ressembler, soit physiquement, tu vois, on se lisse, on se sent pas bien si on a un petit truc de travers, quelque chose, tu vois, alors que finalement ça fait une particularité. Et alors, à ne pas confondre, hein, je nuance, je trouve ça génial de tenter de s'améliorer, de se mettre en valeur et d'être la meilleure personne possible, hein. Attention, on se comprend. Bah oui, bien sûr. Et il y a juste certains écueils à éviter, voilà, pour pas tomber dans les pièges d'une image du socialement acceptable qui peut rendre Ok. malheureux parce que c'est Mais, pas... du coup, avec ce livre, tu veux toucher qui particulièrement? Tu veux dire toutes ces personnes qui se considèrent comme atypiques? Pour le prochain, non, Ouais, écoute, pour moi, c'est toucher tout le monde parce que ok. pour moi, il n'y a pas que du tout que les atypiques qui ont une part de vulnérabilité. Pour moi, c'est tout le monde en fait. Alors après, en psychologie, on parle des fois de seuil de conscience, c'est-à-dire que les personnes qui te diraient non, mais moi, je n'ai pas peur, hein, je peur de rien. Bon. Je pense qu'il y a peut-être une petite anesthésie locale et un seuil de conscience euh, peut-être à réveiller. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas tous le même cuir, dans le sens où je parle dans le roman de peurosité, crunch de peur et comme une perméabilité à la peur. C'est vrai qu'on n'est pas tous fichus pareils. Il y a des tempéraments anxieux qui sont plus exposés aux peurs et d'autres qui sont moins sensibles, bien sûr. Mais quand même, le roman, en tout cas, alors pour ceux qui n'auraient peur de rien, ça permet de mieux comprendre ceux qui les entourent. Et puis pour une grande majorité, où on a tous nos trucs, quoi, ça permet de respirer un grand coup, de se sentir compris, moins seul, enfin, oui, tous humains, quoi, quelque part. Mais oui, c'est ça. Force et vulnérabilité sont pour moi les deux faces d'une même pièce, Mm. vraiment. Ouais. Et donc, c'est chouette d'en prendre vraiment conscience, cette histoire de complétude, c'est-à-dire d'être entier. Je vais peut-être un peu loin, mais comme pour moi, même dans l'univers, tout est énergie, yin-yang, un peu de tout et son contraire. Notre féminin, notre masculin, réconcilier tout ça. Et bien, c'est pareil. Je pense que notre être c'est constitué de ça, de ces forces un peu contraires, mais intéressantes. Et si on n'était que force, ce serait un peu monstrueux, ce serait un peu waouh. Je sais pas. Ouais, D'accord. Ah, moi, je suis tellement d'accord. et En fait, pour moi, c'est vulnérabilité, c'est même cette pseudo-faiblesse qui est considérée comme une pseudo-faiblesse. En fait, c'est très beau, c'est très délicat, c'est très touchant. C'est à regarder comme, je sais pas, avec tendresse, avec, je ne mais sais oui, pas. mais oui. Bah, pour moi, l'idéal, c'est d'essayer justement de toujours flirter sur cette notion d'équilibre. Tu vois? Mm. C'est ce qui me paraît vraiment important d'être soit dans une recherche, soit d'être, ouais, si, j'aime bien le mot recherche, ouais, d'être dans cette recherche Oui, de juste équilibre. Tu sais, un peu dans tout, hein, dans ta vie personnelle, professionnelle, dans tout ce que tu fais. tellement, Mais ouais. totalement, totalement. Ouais. Waouh, merci beaucoup Raphaël. Voilà un petit Merci bout de pour cet l'histoire, en tout échange. cas. Ouais, c'est trop bien. Et donc là, ton prochain livre sort au mois de septembre, hein, tu disais? Au mois d'octobre, Au mois oui, d'octobre, OK. le 19, je crois. 19 octobre, super. Voilà, 19 OK. octobre, donc c'est chouette. Je suis Est-ce que sur tu le as hâte? prochain et puis voilà, ouais, Est-ce que tu as hâte?
Au bout du Ouais. 6e roman, est-ce que t'es toujours dans la même sensation? Ouais, genre t'as hâte qu'il sorte, ouais? Ah, très. Ah ouais, Ouais, OK. je crois non, mais le jour où je suis blasée, je change de métier. Non, je suis comme une enfant, hein. De toute façon, je serai toujours une grande gamine par rapport à tout ça et heureusement, ça me fait briller les yeux à chaque fois, c'est je sais pas, c'est comme un cadeau de Noël, c'est comme un enfant émerveillé devant un sapin, je sais pas, Ouais, c'est je vois. le jour où tu reçois ton carton avec, tes livres parce que c'est bon, c'est magique, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'aventure d'un livre et tu en sais quelque chose, tu es auteur également, c'est que c'est vraiment pas rien. On n'appuie pas sur un bouton et le texte, il sort et la création, elle se fait. Waouh! C'est d'ailleurs, à chaque fois, je suis étonnée comme d'un petit miracle d'arriver à sortir de moi encore, un nouveau titre, c'est une abnégation. Il y a beaucoup de joie, mais il y a de la souffrance aussi. Des jours, tu sais plus par quel bout prendre tes idées, Mmh. c'est comme tout art d'ailleurs, j'imagine, les danseurs, danseuses, à l'opéra, ça fait mal, il y a quelque chose qui fait mal aussi. Mais c'est normal si on veut continuer, à être dans une forme d'exigence Mmh. pour être, dans ce défi entre soi et soi d'abord, pour pouvoir, offrir, heu, à ses lecteurs quelque chose le mieux C'est possible. bien de le dire parce que c'est vrai que je pense qu'on s'en rend pas compte. Moi, du coup, là, je l'ai découvert avec ce premier livre. C'est des Oui, heures et des heures de lecture, de relecture, de changement, c'est oui, incroyable. Je ne m'attendais vraiment pas à ça et pour en arriver à un moment donné où je me suis dit: «Bon, bah, en fait, maintenant arrête» parce que c'est sans fin. C'est sans fin, en fait, d'apporter de nouvelles corrections, de changer le mot, oui, ouais, c'est vrai que c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup de soi et c'est vrai. énormément. Ouais, et on se rend pas compte quand on est du coup lecteur mais c'est normal, on peut pas demander à un lecteur de se rendre compte du travail tant qu'il l'ait pas passé lui-même par la case auteur, je pense que c'est compliqué. Bien Mais sûr. oui, oui, c'est un don de soi, en final, hein, c'est un vrai don de soi de d'écrire un Oui, livre. Ouais. oui, 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 non, c'est vrai, hein, je le pense quand même. J'ai reçu les dernières épreuves, avant mon BAT là du prochain justement, j'ai passé, peut-être une dizaine d'heures de correction alors qu'on en est déjà au Mais oui, Xème à la Xème relecture, hein, donc c'est 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 ça. c'est Ouais, donc du coup, tu partages, ce que j'ai ressenti, c'est sans fin. Donc il y a un moment donné, en fait, il faut se dire: «Bon, bah, c'est bon, là, on arrête et c'est bon, quoi». On oui, ah Ouais, oui, c'est ça. oui, non, Ouais. c'est pas simple parce que ça se fait à plein de niveaux différents, ces relectures. Mmh. C'est, débusquer, les petites incohérences, bon, les coquilles bien sûr, mais jusqu'au dernier moment, pour ma part, c'est la traque au verbe pauvre. Là, je traquais, les verbes faire que je trouve encore trop nombreux. Heu, OK. Tu t'aperçois qu'à chaque nouveau texte, tu as des petits tics, spécifiques à chaque roman. Tu te dis: «Mais c'est C'est pas vrai. vrai, dans celui-là, je fais ta 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 ta, mais ta 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 ta, mais». Alors, tu dis: «Non, ça va pas, là, il y en a trop». Enfin, tu repères des choses, Tout le temps, toujours tout le temps. nouvelles à chaque fois, donc C'est ça. waouh. Yes. Merci beaucoup Raphaël, ça fait déjà une bonne heure là Oui, qu'on t'écoute. bah, Merci. j'ai pas vu passer l'heure, hein, Ouais, voilà. ça va très, très vite. Un grand, grand merci. On te souhaite, plein de succès là pour ce Merci prochain beaucoup. livre. Dernière Merci. petite question qui me vient à l'esprit. Oui, Julien. Combien de temps entre donc là, le livre sort au mois d'octobre. Ouais. Est-ce que toi, tu es déjà dans l'écriture d'un 7e roman ou tu fais des pauses? Alors, je vais être tout à fait franche, là, ça s'est passé comme ça, mais je suis en train de finir le 7e, Waouh, OK. mais pas parce que je me suis mis la pression pour le faire, ça s'est trouvé comme ça, parce que, je sais pas, j'ai été spécialement inspirée pour ces textes, et donc voilà, donc c'est un mode de vie vraiment pour moi maintenant l'écriture. Ouais. Donc pour être tout à fait honnête, à part là quelques jours cet été, où je vais faire un break complet, quand je vais revenir, je sais que je vais déjà passer enfin tu vois, j'aurais envie d'inventer un nouveau projet. Ouais, je C'est comprends, je comprends. c'est un mode de vie, ouais, ça te lâche plus après. Oui, puis ça va vraiment, bien connecter avec ta créativité. Quand tu es créatif, tu as envie de créer, donc C'est ça, bah, ouais. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je peux pas m'en passer. Mille merci pour tout ce que tu apportes, Merci beaucoup à Raphaël. toi. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle soirée et puis, bah, plein de bonnes choses, pour la suite.
Merci beaucoup, Julien, et merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés. Avec joie, à tout bientôt. Très bonne soirée. Au revoir. Bye bye. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.